Bonjour Pascal Brice. Bonjour. Et meilleurs vœux à vous. Merci d'être avec nous en ce 1er janvier. Votre fédération représente plus de 900 associations et organismes qui accompagnent les personnes en situation de précarité. On va faire avec vous ce matin un état des lieux de la pauvreté, du mal logement notamment, les inquiétudes aussi autour des baisses de dotations publiques pour les associations. Avant cela, disons quand même un mot de l'actualité politique du moment. Ce sont les vœux du président de la République Emmanuel Macron hier soir. Qu'en retenez-vous ? J'ai compris, je vous écoutais M. Barcelone en vous rejoignant, que le président de la République avait parlé de solidarité, d'une nation solidaire. C'est bien l'enjeu. Fraternelle. Fraternelle et solidaire. C'est tout l'enjeu pour nous. Pour nous, c'est-à-dire pour les personnes en pauvreté, en précarité, vous l'avez dit, des niveaux jamais atteints depuis 30 ans. Plus de 10 millions de personnes, pour leur dignité et aussi pour la tranquillité publique, la cohésion et la force du pays. Et pour moi, nous sommes à un moment où nous avons deux chemins devant nous. Soit nous continuons à voir ce que les acteurs de la société vivent en première ligne dans le pays, dans les villes, dans les campagnes, partout. Une forme de délitement de ce qui fait le contrôle social dans le pays. Soit une capacité, et nous sommes là pour cela, à l'énergie, à l'action, de retisser la solidarité. Donc voilà, moi je retiens ce mot-là, mais surtout ce qui importe, c'est l'action qui doit être celle des uns et des autres. Mais quand même, quand il parle de solidarité, de fraternité, alors c'était moins optimiste que les autres années quand même, mais il appelle à croire en l'humain, voilà, en clair, à avancer ensemble. Vous, de ce que vous voyez sur le terrain, est-ce que c'est en décalage ou pas avec l'air du temps ? Ce que nous voyons, vous savez, les acteurs de la solidarité, ils sont en première ligne de ce qui fait et ce qui défait le pays, ce contrat social. Et je le vois partout, encore une fois, dans les villes de toute taille et dans la campagne. Qu'est-ce que je vois ? Je vois les forces de la solidarité. Je vois les associations qui sont là, les collectivités locales. Mais je vois aussi ce délitement. Je vois ces formes de la pauvreté et de la précarité. Chez des personnes qui ne peuvent pas travailler, chez des personnes, des hommes et des femmes qui travaillent, et donc une précarité qui va de plus en plus loin dans le monde du travail, dans les classes populaires et avec les classes moyennes. Je vois aussi ces classes possédantes qui font preuve, me semble-t-il, d'un égoïsme dangereux dans la période. Donc tout cela est là. Pardonnez-moi, on pourrait vous rétorquer que le taux d'imposition en France est quand même parmi les plus élevés des pays riches. Oui, mais vous savez, je pense que nous sommes dans une année qui s'ouvre, il va falloir que l'on regarde les uns et les autres les choses. Est-ce qu'il vous apparaît être un président déconnecté, manquant de capteurs eu égard au tableau que vous dressez ? Vous savez, moi je vais vous dire, ce que j'attends du président de la République en tant que citoyen, c'est qu'il soit présent en politique étrangère face à la menace russe pour appuyer l'Ukraine. Pour le reste, je crois que c'est l'affaire du gouvernement, du Parlement et de chacune et chacun d'entre nous que d'apporter des réponses aujourd'hui. Justement. Le Parlement va se pencher dès le 5 janvier, dès la semaine prochaine, dès lundi, sur la question du budget de l'État. On sait que les lois spéciales ont été adoptées à la quasi-unanimité quelques heures avant Noël. Est-ce que vous appelez urgemment à remettre l'ouvrage sur le métier sur ce budget, rouvrir des discussions et voter un budget? Est-ce que vous appelez notamment le Parti socialiste à voter ce budget ? Nous appelons le gouvernement, nous l'avons fait il y a quelques jours, le gouvernement et les forces parlementaires à doter le pays, et notamment les acteurs de la solidarité, des moyens de l'action face à la pauvreté. Nous leur demandons d'avoir ce sursaut qu'ils ont eu et qu'elles ont eu au moment de voter le budget de la sécurité sociale. Donc oui, les associations ont besoin de cela. Pourquoi ? Nous avons documenté très clairement qu'aujourd'hui, en raison du niveau de la pauvreté et de la précarité et la baisse des moyens des associations, si rien n'est fait de la part du gouvernement et du Parlement, dans un an, une association de solidarité sur 3 aura disparu. Alors, on va en parler. Donc nous avons besoin de ce budget. Vous dites que vous avez besoin du budget. Là, on est en période de loi spéciale, de façon extrêmement concrète. Qu'est-ce que ça change pour les associations que vous représentez ? Eh bien, de façon très concrète, ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez des associations qui font de la distribution alimentaire, qui hébergent les personnes, qui les accompagnent à la rue, qui les accompagnent vers l'emploi, partout dans le pays, qui aujourd'hui ont des dotations qui sont gelées et qui surtout vont arriver de plus en plus tard. Gelées ou reconduites par rapport à 2025 ? Elles sont gelées, donc reconduites, mais surtout, non seulement elles sont gelées, notamment par rapport à l'inflation, même si elle est aujourd'hui faible, mais surtout cela s'ajoute à une situation des trésoreries où les associations sont déjà très fragilisées. Et donc ça veut dire quoi ? Prenons un exemple très simple. Vous prenez une association à Nantes. Elle fait de l'hébergement d'urgence, elle fait des maraudes, elle fait de la distribution alimentaire. Elle devra attendre souvent
juin, juillet, septembre, décembre pour recevoir les subventions publiques, qui sont déjà insuffisantes. Et donc ça signifie qu'en attendant, on fait quoi ? L'association, elle prend un prêt à la banque, et donc ça dégrade très, très dangereusement sa situation budgétaire. Et donc je vous redis, on parle du plan grand froid aujourd'hui. Oui. Enfin déclenché, on pourra y revenir. On va en parler. Mais je vous affirme que si rien n'est fait aujourd'hui de la part du gouvernement et du Parlement, dans un an, vous n'aurez plus les associations, 1 sur 3 aura disparu pour mettre en place ceci. Donc j'en appelle à cette mobilisation, un budget et puis aussi un climat. Alors pardonnez-moi, juste sur le budget, on va revenir sur le climat si vous le voulez après, mais vous dites qu'il nous faut un budget, mais l'idée du budget est plutôt de dépenser moins que de dépenser plus quand même, y compris peut-être pour le monde associatif. Est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Je dirais qu'il y a 2 niveaux pour nous. Il y a d'abord l'urgence, la nécessité, qui est que nous ayons les moyens nécessaires minimum pour agir, au vu, encore une fois, de l'ampleur de la précarité et de la pauvreté dans le pays. Donc ça, c'est un budget. Et on voyait bien que dans la discussion, que ce soit pour l'hébergement d'urgence, pour l'insertion par l'activité économique, vous aviez les contours des moyens nécessaires de manière à pouvoir agir. Et puis l'autre niveau, c'est évidemment sortir de cette situation dans laquelle nous sommes depuis quelques années, depuis la sortie du « quoi qu'il en coûte », dont je redis qu'elle est nécessaire du point de vue de l'ampleur de la dette et du déficit public, mais qu'elle ne peut pas peser sur les plus fragiles, au vu de la précarité, et peser sur les associations. Sont stigmatisés de ce point de vue et pointés du doigt. Nous sommes face à un double phénomène préoccupant, qui est ce délitement dont je parlais. Une sortie du quoi qu'il en coûte sur le plan budgétaire que je qualifierais à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on cogne, y compris sur les politiques en faveur des plus défavorisés, des associations, avec une justice fiscale qui n'est pas au rendez-vous, je le maintiens, on pourrait y revenir. Et puis deuxièmement, un climat de stigmatisation des plus fragiles, des bénéficiaires du RSA, des étrangers. Et c'est tout cela que nous souhaitons du côté des acteurs de la solidarité, ouvrir de manière différente en cette année qui s'ouvre. Parce que je suggère que chacune et chacun prenne la mesure de ce que ça signifie. Encore une fois, pour les personnes concernées, pour les associations, mais pour la cohésion du pays, y compris quand il s'agit de faire face à des menaces extérieures, pour sa force, pour la tranquillité. Vous dites que les associations sont un outil de souveraineté, finalement, de la France ? Oui, je l'affirme. Nous sommes, parmi d'autres, ces millions d'hommes et de femmes professionnels et bénévoles. La cohésion du pays, l'unité du pays, c'est ce que le président de la République, je crois, n'avait pas compris. Ça veut dire que le jour où les associations... Pas compris. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris dans le fait que l'unité et la force d'un pays tient d'abord à sa cohésion sociale, à la justice sociale, à la capacité à maintenir une organisation sociale, un ordre social. Et nous en sommes, les associations, les porteuses et les porteuses, à la fois de la tranquillité publique dans les villes et les campagnes et de la justice. Et vous dites que si ces acteurs-là sont en difficulté financière, sont obligés de baisser le rideau, mettre la clé sous la porte, d'autres acteurs, y compris peut-être des acteurs étatiques, Emmanuel Macron a parlé hier d'ingérence étrangère, pourraient venir les remplacer. C'est en cela aussi que vous dites acteurs de la souveraineté ? Oui, mais c'est surtout parce que vous voyez, quand vous avez face à une menace, et le président de la République a raison sur ce point et depuis des mois, à une menace vitale pour la démocratie et la sécurité de notre pays, telle que celle que porte la Russie. Vous devez avoir un pays uni, une société unie, une société qui ne se déchire pas comme elle est en train de se déchirer. Or, une société dans laquelle les inégalités progressent, c'est le cas en France. La richesse, nous produisons de moins en moins de richesse en France, c'est le premier problème fondamental. Le deuxième problème fondamental, c'est que nous la distribuons de manière de moins en moins équitable. Ce pays-là, qui se délite sur le plan social, est un pays moins fort face à la menace étrangère. Et donc oui, nous sommes acteurs de la solidarité, les acteurs, me semble-t-il, et j'en suis convaincu, de la dignité des personnes, de la justice, mais aussi de la tranquillité publique et de la force collective du pays face à la menace extérieure. Un mot peut-être, parce que ça fait 2 fois que vous dites que la justice fiscale n'est pas présente, ou en tout cas pas suffisamment en France. Je vais vous redire un petit peu la même chose. On a un taux de prélèvement obligatoire en France qui est parmi les plus élevés de l'OCDE. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Est-ce qu'on peut vraiment régler les problèmes de la pauvreté en taxant plus, pour faire simple ? En tout cas, vous avez raison de poser ce point-là. Parce qu'il faut aussi que nous balayions collectivement devant notre porte. Il est vrai que nous sommes le pays le plus protecteur au monde, et en tout cas de l'OCDE, et donc au monde. Et en même temps, nous avons des failles. Prenons l'hébergement d'urgence, dont on parle avec le plan grand froid. Oui. 200 000 places d'hébergement d'urgence ouvertes dans le pays. C'est très important. Et pourtant, au minimum 10 000 personnes, dont 2 000 enfants à la rue. Et en fait, beaucoup plus. Nous avons besoin de ces politiques de solidarité
pour les hommes et les femmes en précarité. Ces politiques sont en repli budgétaire. Nous devons les financer. Comme nous devons financer l'effort de défense, comme nous devons financer la transformation écologique, comme nous devons financer l'effort pour la jeunesse, comme nous devons financer... Et donc, il faut cibler. Il faut cibler la dépense, il faut la rendre plus efficace, et c'est aussi le boulot des associations que d'être plus efficaces dans leur acte. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui... Et de la justice fiscale. Vous assumez de dire qu'on a un problème aussi sur, effectivement, la dépense, sur l'efficacité de la dépense. J'en suis convaincu. Nous avons une question sur l'efficacité de la dépense, sur le ciblage de la dépense. Et nous avons un enjeu, je le maintiens, de justice fiscale. Il y a dans ce pays des hommes et des femmes, des ménages et des entreprises qui vont bien et qui sont capables de financer plus largement la solidarité, dès lors notamment qu'ils pourraient avoir la conviction, et c'est ça qui est aussi devant nous en termes d'efficacité, que leur argent est utilisé à bon escient. Alors, effectivement, et vous avez aussi ces gens qui font aussi des dons quand même aux associations. Mais c'est bien pas souvent. quand même, c'est fondamental. La solidarité, c'est ça la force de ce pays. Vous savez, je vous le disais, les acteurs de la solidarité, ils sont dans ce qui fait, dans ce qui défait le pays. Ce qui fait le pays, ce sont ces énergies, ce sont ces dons, ce sont des mobilisations de citoyens, c'est les politiques publiques. Et ce qui défait, c'est l'égoïsme. Mais la fin de mon raisonnement était de vous dire, peut-être que si ces personnes ont les taxes davantage, peut-être qu'elles donneront moins directement aux associations, que l'argent sera prélevé par l'État et que quelquefois, il ne l'atterrira pas forcément chez vous. Vu la gravité de la situation sociale, politique, sécuritaire de ce pays, je crois, et c'est, si vous voulez, l'appel des acteurs de la solidarité, en cette année 2026 et avant les échéances de 2027, que chacune et chacun d'entre nous, que les forces politiques regardent en face ce que sont les priorités du pays. Je redis que quand vous avez 15% de pauvres, que 40% des personnes dans ce pays vivent avec moins de 1 700 € par mois, vous avez quelque chose qui est en train de faire exploser la société, donc c'est une priorité. Et il y en a d'autres. Avec des conséquences politiques, c'est ce que vous dites aussi. Avec des conséquences politiques majeures pour la vitalité démocratique du pays. Et donc, je redis que nous avons des enjeux de ciblage, et la lutte contre la pauvreté en fait partie, des enjeux d'efficacité et des enjeux de financement et donc de justice sociale, fiscale dans le moment dans lequel nous sommes. Vous restez avec nous, Pascal Brice, on va parler, vous avez commencé à l'évoquer, de l'hébergement d'urgence, notamment du plan Grand Froid, dans une minute. D'abord, toute l'info, il est 9h moins le quart, voici Maureen Suignard. Une explosion en Suisse a fait au moins une dizaine de morts. C'est ce qu'affirme la police du canton à France Info ce matin. Une explosion dans un bar dans la station de ski de Crans-Montana. Un établissement très fréquenté par les touristes, surtout en cette nuit de fête pour le Nouvel An. Les secours sont toujours en train d'intervenir. Un numéro d'urgence est mis en place pour les familles qui cherchent à avoir des nouvelles de leurs proches. Le site de la Poste et de la Banque Postale, de nouveau victimes d'une cyberattaque. Les services en ligne sont inaccessibles. Une précédente attaque a touché les services de la Poste il y a une dizaine de jours. Un groupe de hackers pro-russes avait revendiqué l'attaque. En ce 1er janvier, de nombreux changements sont à signaler. Les avantages à vie des ex-ministres sont limités ou supprimés. Le SMIC est revalorisé d'1,18% sans coup de pouce. Et puis les parents d'un bébé né à partir d'aujourd'hui pourront aussi bénéficier d'un congé naissance, 70% du salaire net le premier mois. Et puis une entorse au genou gauche pour Kylian Mbappé, l'attaquant star des Bleus et du Real Madrid sera absent au moins 3 semaines. France Info. Le 8-30 France Info, Paul Barcelone, Adrien Beck. Toujours avec Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. On a commencé à évoquer la vague de grand froid qui traverse le pays. Le plan grand froid a été déclenché dès le week-end dernier en région Île-de-France. Certains acteurs, notamment de la solidarité, les associatifs, certains élus, disent que finalement l'État a tardé à réagir. Est-ce votre position aussi ? Eh bien, des égards, oui, puisque notamment d'Île-de-France, ça a trop tardé. Dans d'autres régions, non. Les préfets ont fait ce qu'il fallait. Mais vous savez, ce plan grand froid, il est surtout, et son déclenchement, et son mode de déclenchement, le révélateur de ce que sont les politiques de solidarité dans notre pays. Donc d'une lourdeur administrative, d'un manque d'efficacité ? Oui, et puis surtout d'un problème d'approche, y compris sur le plan du coût pour les finances publiques. Parce que ce qui se met en place, c'est ce qu'on appelle la politique au thermomètre. C'est-à-dire, il fait la froid, politique au thermomètre, c'est quoi ? C'est en règle générale, on fait pas... Et puis d'un coup, il fait froid, on met les gens à l'abri, et puis dès que c'est fini, on les met dehors. Or, qui est-ce que vous avez dans les centres d'hébergement gérés par les acteurs de la solidarité ? Vous avez des travailleurs pauvres, donc des gens qui travaillent. Vous savez qu'à Nancy, 25% des gens qui sont dans nos associations hébergées travaillent. Quand à Marseille, la ville a réouvert les bains municipaux, on me dit que 75% des gens qui viennent là travaillent. Vous avez des gens qui travaillent. Vous avez des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, souvent des problèmes de toxicomanie, de santé mentale, des femmes victimes de violences.
attaquons-nous aux raisons pour lesquelles ces personnes sont à la rue. Les dysfonctionnements des politiques publiques, la rémunération du travail, plutôt que d'être dans des politiques d'hébergement au thermomètre, où d'un coup il fait extrêmement froid, extrêmement chaud, et heureusement que ça se fait, et parfois trop tardivement, mais ayons une politique dans la durée qui s'attaque aux causes du sans-abrisme, de manière à ce que les gens soient pris en charge, qu'on n'ait pas des gens à la rue où c'est un problème d'abord pour elles et eux, mais aussi pour tout le monde, et un coût pour les finances publiques bien plus considérable. Donc voilà, nous faisons de belles choses collectivement, redisons-le dans ce pays. 200 000 personnes prises en charge chaque jour dans ce pays, c'est une très belle chose. Mais nous avons encore des hommes, des femmes et des enfants à la rue. Mais c'est pas assez, c'est ce que vous dites. C'est pas assez, et surtout il faut mener ces politiques dans la durée. Encore une fois, attaquons-nous aux raisons pour lesquelles ces personnes sont à la rue. Mais justement, dans les raisons, et tout ça est un peu plus complexe que simplement des places d'hébergement, des possibilités que les personnes aillent se mettre à l'abri. Il y a parfois un sujet psychiatrique, il y a parfois un sujet de peur, notamment pour les femmes, d'aller dans des centres d'hébergement. Il y a parfois des personnes qui sont tellement éloignées du logement, non pas qu'elles préfèrent être à la rue, mais que c'est devenu presque quelque chose qui est presque incontournable pour elles. Il y a tous ces sujets-là qui sont traités. C'est multifacette en réalité. C'est pour ça que nous plaidons chez les acteurs de la SAID pour ces politiques dans la durée, pour ces programmations pluriannuelles qui prennent en compte l'ensemble de ces éléments. Ça n'a pas été assez fait depuis 2017 ou ça a été quand même un peu fait? Non, c'est fait parce qu'encore une fois, nous avons un socle. Il faut toujours redire ce que vous dites, c'est que c'est fait dans l'urgence, mais pas de façon structurelle. Ça se fait dans l'urgence, pas de problème structurel. Et quand vous avez un repli budgétaire à l'aveugle et des formes de stigmatisation je mets 50 000 guillemets, des assistés dans ce pays, voire des immigrés, eh bien, vous avez une absence de politique dans la durée et ça a un coût pour tout le monde. Donc, plutôt que d'être à la gestion au thermomètre, alors parlons du logement. Vous parliez du logement. Vous savez que nous avons une crise de la disponibilité des logements dans ce pays, dans toutes les villes de France, plus seulement Paris, Nantes, Lyon et les grandes villes. Partout, vous avez ce problème-là. Aussi, effectivement. Donc, y compris Rennes, puisqu'on cite Nantes, on va citer Rennes. Et donc, effectivement, nous avons besoin de cet engagement dans la durée. C'est ça qui a fait défaut. Alors, pour terminer, un mot de l'actualité internationale, Pascal Brice. Selon Amnesty International, Israël vient d'interdire 37 ONG, organisations non gouvernementales, qui apportaient de l'aide à la population palestinienne, notamment dans la bande de Gaza. C'est le cas de MSF, Médecins sans frontières, Handicap International ou encore Oxfam. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes inquiet de la dégradation et de la politique menée du côté d'Israël, la politique notamment humanitaire, l'aide humanitaire, l'acheminement de l'aide humanitaire jusqu'à Gaza? Nous avons affaire au Proche-Orient à un drame abominable qui est à la fois le fruit des actes odieux du Hamas et des actes odieux de l'extrême droite israélienne dans les territoires occupés et à Gaza, et ceci en est une nouvelle démonstration. Donc, vous savez, dans cette année, comme pour le reste, moi je propose que les Français et les Françaises agissent en français et en française. Toutes les victimes doivent avoir le soutien de la France. Et les associations qui aident toutes les victimes, de quel côté qu'elles soient, doivent avoir le soutien du pays. On est inquiet, vous êtes inquiet d'une situation humanitaire qui continuerait de se dégrader du côté de Gaza, même si évidemment vous agissez sur la France, mais j'imagine qu'il y a aussi des ramifications. Oui, mais bien sûr, on voit très bien que non seulement il y a une urgence humanitaire, mais il y a aussi pour l'instant une absence totale de perspective de règlement du conflit qui ne peut passer que par un État israélien et un État palestinien vivant l'un et l'autre en sécurité. De ce point de vue, la reconnaissance de l'État palestinien, notamment par la France, oui. Au mois de septembre dernier, par la voix d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies, n'a rien changé? C'était important de le faire. C'était important de le faire parce qu'encore une fois, il n'y a pas de solution là sans deux États. Un État juif israélien, un État pour les Palestiniens. Et simplement, il y a effectivement une urgence humanitaire à régler très vite. Non seulement et d'abord à Gaza, mais aussi dans les territoires occupés de Cisjordanie. Merci beaucoup. Pascal Brice, vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Je rappelle que vous représentez 900 associations adhérentes. Merci d'avoir été avec nous en ce premier jour de l'année. Merci bien sûr à Paul Barcelone. Restez sur France Info.